de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, une petite exception. Oui, j'ai fait une exception pour cette femme que je reçois aujourd'hui. Je suis sortie de mon studio. Je suis allée à sa rencontre. J'ai pris ma petite valise. Je suis venue me poser face à elle. J'ai le bruit de la nature, j'ai les oiseaux, j'ai le bruit des arbres, du vent dans les arbres. Bon, j'ai les bruits aussi de l'homme, parce qu'ils existent. Mais je suis tellement contente d'être sortie de ma zone de confort pour accueillir une dame. Je ne vais pas vous la décrire. Je ne vais pas vous la décrire parce que je vous laisse découvrir. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir. Écoute, merci à toi de me faire sortir de ma zone de confort, de prendre ma petite valise et de venir avec mes micros te rejoindre. Et j'en suis profondément heureuse. Et moi aussi, et tellement. Merci la vie. Merci la vie, merci parce que on va tout dire, on ne se connaît depuis très peu de temps et ça a semblé comme une évidence. Bien sûr. Que l'on se retrouve devant. Je pense qu'on se connaît peut-être depuis peu de temps physiquement dans cette temporalité. Mais on doit se connaître depuis tellement longtemps. Certainement. Alors Catherine, dis-nous quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? En fait, je souhaite partager les 6 dernières années de ma vie. J'ai 53 ans. Et j'aimerais partager les 6 dernières années de mes 47 ans à maintenant. Que s'est-il passé à 47 ans? À partir de 47 ans, je n'avais plus mon dernier mur porteur. Parce que j'ai eu 2 murs porteurs. Mon père et ma grand-mère paternelle. C'est eux qui constituaient ma cellule familiale. Ton socle. Oui. Ma base. Mon père est parti, j'avais 16 ans, donc il y a 37 ans. Et sa mère, donc ma grand-mère, est partie il y a 7 ans. Donc 30 ans après son fils. Pile poil. Et donc j'ai perdu mon premier mur porteur il y a 37 ans. Et mon second mur porteur, il y a 7 ans. Et puis, après son départ, je pensais être préparée à ça. Comme quoi, on ne se prépare jamais à ça. L'est-on jamais? Oui. Je pensais l'être, mais je crois l'avoir quand même été. Parce que j'ai pu préparer des choses, j'ai pu accueillir cela. Pas comme j'ai vécu ça pour mon père. Parce que pour mon père, j'étais en pleine adolescence, même s'il nous avait averti qu'il avait un cancer de l'œsophage dû à l'amiante et qu'il allait partir, qu'il en avait pour 2 ans. Comment on peut penser à 14 ans, quand votre père vous dit « j'ai un cancer de l'œsophage dû à l'amiante ». J'en ai que pour 2 ans. J'en ai pour 2 ans. Bon, on entend ça. On entend. Voilà, on l'entend, tout simplement. Et puis, la vie se déroule. Et ça a été très compliqué pendant très longtemps. De nombreuses années se sont déroulées. Bien sûr, j'avais mon autre mur porteur, ma grand-mère paternelle. Mais en même temps, j'étais comme amputée d'une part de moi. Et il fallait quand même que je continue à me construire. Puisque on partait de l'adolescence, il fallait que je me construise. La vie s'est déroulée comme elle devait se dérouler parce que je pense que tout est juste, tout se déroule en son temps. Et puis il y a 7 ans, ma grand-mère est partie à son tour. Je ne pensais pas que ça aurait pu
m'ébranler parce qu'elle est quand même partie à 97 ans, hein, le bel âge. Sa prime jeunesse. Et donc, elle est partie. Et puis, quelques mois après, mon corps m'a dit « Hé, tu ne pleures pas, tu ne cries pas, parce que tu es forte, tout va bien. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas nous m'imposer, puisqu'il s'agit de mon corps, tu ne peux pas m'imposer d'avaler, de déglutir toutes ces émotions que tu veux faire taire. » Enfin, d'avaler tout cela en silence. Oui, en sourire. Et donc, mon corps, a décidé de parler. Et cela s'est traduit en de multiples infarctus cérébraux sur une période de 6 mois, plusieurs. Est-ce bien nécessaire de dire combien? On va dire simplement des infarctus cérébraux récidivants. C'est poétique. Je trouve ça très joli. Je trouve ça vraiment très joli. C'est poétique. Et donc, tu sais, Hélène, j'étais à cette période responsable commerciale anti-Guyane en agroalimentaire, donc avec tout ce que cela comporte. Je vivais 4 jours par semaine en Guadeloupe, 3 jours en Martinique, tous les 2 mois, 1 semaine en Guyane, tous les 4 mois, 2 semaines à Paris. Une vie... Oui, tu avais une vie trépidante, quoi. Tu bougeais tout le temps, tu étais à fond, quoi. Une vie de patachon. Mais que j'aimais tellement, parce que je m'éclatais, je pensais me réaliser, et puis j'étais happée par ça, parce que je n'avais plus de mur porteur. Donc tu t'étais jetée dans le travail aussi. Complètement. Je n'existais que pour ça. Je n'existais que pour ça. Et ça n'a pas créé pour autant entre les employés et moi une relation privilégiée. Non. Pour moi, mon objectif, c'était d'être à leur côté, de les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent performer. Comme si c'était pour moi une raison d'être, une raison de vivre, d'accompagner mon équipe, les employés qui étaient avec moi, autour de moi, à mes côtés, ceux autour desquels j'étais, leur permettre de se réaliser quand je voyais qu'ils n'arrivaient pas à faire quelque chose, plutôt que de dire, comme bon nombre de responsables, bon ben, je vais m'en défaire, je vais le virer ou quoi ou qu'est-ce. Non, moi, je choisissais plutôt l'autre option. Je choisissais plutôt de comprendre pourquoi il n'arrive pas. Qu'est-ce que je peux lui apporter pour lui permettre de comprendre d'une part, pas de faire par mimétisme ou parce que j'ai indiqué qu'il fallait faire ça sans qu'il comprenne. Pour moi, l'intérêt, c'est qu'il fallait user de pédagogie pour accompagner, on peut prendre l'exemple d'un commercial, accompagner le commercial à comprendre pourquoi il lui faut utiliser cette démarche pour accéder à la réalisation d'une vente, et plutôt que de simplement forcer le client à prendre un produit sans s'inscrire dans la durée avec le client. Donc tu étais profondément dans l'accompagnement. Oui, oui. Je les ai aimés. Et je les aime toujours parce que j'ai encore des relations avec eux. Oui, parce que tu travaillais donc là-bas, enfin pour eux, en tout cas quand tu as eu ces multiples accidents cérébraux. Oui. Et donc ta carrière s'est arrêtée du jour au lendemain, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que je suis quand même jusqu'au boutiste. Donc, je peux te mentir, je peux mentir à Pierre-Paul Jacques, je ne peux pas me mentir. Je suis une acharnée. J'aime ça. Ça m'habite d'accompagner, ça m'habite de faire avec l'autre. Oui, mais ton corps te demandait de t'accompagner, toi. Et mon petit copain, mon corps.
Et là, il me dit... Et moi? Et moi? Mais tu fais quoi? Tu accompagnes tous les autres sauf moi. Et là, les infarctus cérébraux ont commencé à donner le tempo, donner la cadence à mon parcours de vie. Donc, j'ai commencé par les avoir, perdre l'usage de la parole à chaque fois. Le corps s'affaiblissait, donc je sentais bien que je n'avais pas la même force, la même énergie. Mais mon mental me disait, non, Kimi, c'est ça. Tu peux faire, tu sais faire, tu as les capacités de faire. Puise en toi les ressources pour que tu puisses y parvenir. Je serrais les dents pour accompagner les commerciaux, les secrétaires commerciales, les livreurs, pour ne pas leur montrer que je souffrais. Et puis je faisais taire ces douleurs. Et je demandais au corps d'appuiser là où il n'y avait plus de ressources pour performer au nom de la performance. Parce que c'était mon exutoire. Mais il y a bien eu un moment où tu as dit, OK, je me rends. Non, je ne me suis jamais dit ça. Jamais. À quel moment as-tu quitté ton travail? J'ai quitté mon travail parce que ça s'est imposé à moi. Donc, après les divers infarctus cérébraux, je suis partie à Paris pour voir pourquoi j'en faisais autant. Et donc, je suis arrivée, c'est très drôle. Je suis arrivée, j'ai commencé par chercher un médecin sur Doctolib. Tac, tac, tac. J'ai trouvé un nom qui me paraissait sympa. Mais c'est vraiment ça. J'ai demandé un rendez-vous. Aucun médecin parce que tu es basé en Martinique. Oui, mais ni ici ni là-bas. Mais il faut avoir une patiente comme moi aussi. Non, mais je veux dire qu'un médecin, tu t'es suivi en Martinique. Ouais. Aucun médecin n'a pu te conseiller un médecin sur l'Hexagone? Non, parce qu'ils ne me conseillent pas de partir, puisque pour eux, ils sont censés pouvoir traiter toute pathologie neurologique ici. Donc, ils ne vont pas me proposer de partir sur la métropole. Mais moi, dans ma tête, je choisis sur Doctolib, et puis je me dis, je vais partir 10 jours à Paris. Ils vont me faire un check-up, ça ira, et je retourne. Tranquillou. Je retourne, je vais travailler, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Et donc, je pars à Paris, j'arrive à Paris, après tous ces infarctus, j'arrive à Paris et je suis face à cette dame qui est neurologue dans une clinique à Paris et je lui ramène mes clichés d'ici. Je suis tellement sûre que c'est bon, c'est top. J'arrive avec mes clichés, elle les regarde et me dit vous savez, Madame Caillol, on ne fait plus ces clichés-là chez nous. Bienvenue à Paris. Oupsie. Et donc, tu as dû refaire tous les clichés. Elle me dit comme on est dans la clinique, on vous refait tous les clichés. Je vais dans les services dédiés, les médecins radiologues me font les clichés. Tout va bien, j'attends dans la salle d'attente après. Et ils viennent avec des résultats, ils disent c'est qui Madame Caillol? Je dis c'est moi. Bien sûr, à ce moment-là, comme j'avais eu à perdre l'usage de la parole plusieurs fois, donc j'avais ce qu'on appelle l'aphasie, cette difficulté d'articulation que j'ai encore aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus prononcée avant. Et je dis c'est moi. Il dit non, Madame Caillol, c'est qui? Je dis mais c'est moi. Et ils regardent les deux médecins, je les revois comme hier. Ils regardent les clichés et ils disent mais vous avez le cerveau d'une personne qui est morte. Et j'éclate de rire. Parce que pour moi, c'est un gag. Ah mais c'est chaud quand même, non? Non. Alors, je ne peux pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas
eu cette conscience de me dire que je me mettais en danger ou que j'étais en danger. Et jamais je ne l'ai eu. Et la preuve, je ne me suis jamais mise en danger. Je suis là. Mais c'était peut-être déjà un danger de prendre l'avion, non? Oui, a priori. Puisque je suis là. Donc, de manière factuelle, ce que je tire de ça, avant de passer à l'autre événement qui est important, hein, qui est la résultante de qui je suis aujourd'hui, quel que soit l'endroit du parcours sur lequel on se trouve, on est toujours en chemin, sur son chemin. On est toujours à sa place. Ce qui nous fait quoi? Ou nous fait dire qu'on se met en danger ou qu'on aurait dû faire ci ou qu'on n'aurait pas dû faire ça, c'est notre petit copain, notre mental. Contrôle, gestion, maîtrise, c'est moi qui te dis, ouais, mais non, mais qui ça? Et puis une part de l'ego, parce qu'il n'y a pas tout dans l'ego qui n'est pas... Tout n'est pas à jeter dans l'ego. Non, non. Il y a une part de l'ego qui est nécessaire. C'est comme un thermomètre. C'est nécessaire. Et puis, donc on m'a fait tous les examens pendant plusieurs mois, etc. Et en bout de course, on me dit, bon, on a fait tous les examens de manière factuelle, médicale. Il n'y a pas de raison aux infarctus. Il y a des causes aggravantes, bien sûr, le surmenage et tout ça. Mais il n'y a pas de cause factuelle, médicale, significative. Pas d'hypertension, pas de cholestérol, pas de diabète, pas de comorbidité, pas de tout ça. Ok, donc vous pouvez... Il se passe quand même 4 mois et demi. Hein. Ah oui, quand même. Oui, oui, je suis 10 jours. Je suis 10 jours, on m'a dit que je ne repars pas. Parce que toutes les autres fois, et aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, je ne suis pas restée à l'hôpital. Je ne vous conseille pas ça. Ils ne voyaient pas le même cerveau, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Et donc, 4 jours, je sors de l'hôpital, mais entre-temps, j'avais pris un petit studio entre les différents passages à l'hôpital, dans les différents hôpitaux. Quand je n'y étais pas, j'étais dans un petit studio et ça me permettait d'aller marcher, de me détendre en espérant que j'irais mieux. Et donc, on me dit que je peux partir. Je modifie mon billet. Après 4 mois et demi, quand même, rentrer beau caillou. Et donc, je rentre à l'appartement et je me dis que je vais me balader. Je vais marcher comme à l'accoutumée. Et je me réveille. Je vois que je suis dans une chambre toute blanche. 3 personnes viennent face à moi. 2 messieurs, une dame. La chambre est toute blanche, mais je sens qu'un truc me gêne dans la gorge. Je sens que mes bras sont lourds. J'entends un bruit, bip, bip, bip. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et les messieurs se rapprochent de moi et avec la dame et ils me disent, bonjour Madame Caillol, vous venez de vous réveiller d'une semaine de coma. Nous sommes heureux de voir que vous êtes réveillée. On ne pensait pas que vous alliez vous réveiller. Vous avez été retrouvé inanimé sur la voie publique à l'entrée d'une gare. Et on vous a amené ici. Et quand on a regardé l'historique de vos passages dans des hôpitaux métropolitains, on s'est dit qu'on ne va pas toucher au cerveau. Donc, on a essayé de faire le nécessaire parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait un énième AVC et le cerveau s'est mis en mode protection et il a rupté. Et pendant 21 minutes, on a tenté de vous réanimer et rien n'a redémarré. 21 minutes. A priori, j'aurais dû être un légume. Oui, ça ne pu être là en fait. Oui. Mais c'est pas ce qui était prévu. Je crois, c'était pas écrit. Non. Et donc, je reste... bien sûr, j'étais intubée tout le tintouin. Tout l'attirail, oui. Tout l'appareillage. Oui. Et donc, je reste à l'hôpital à Paris encore 1 mois. Et à l'issue de ce mois-là,
je demande si je peux partir. Parce que je suis toujours dans cette phase... j'ai toujours cette aphasie importante, donc toujours cette difficulté d'élocution. Mais j'ai toujours cette envie cette envie d'aller travailler, de retrouver mes commerciaux, de retrouver mes secrétaires, de retrouver mon équipe. Ton rythme de vie. Et puis mon équipe, parce que moi, je suis bien avec eux. Je n'ai plus de mur porteur, je n'ai plus rien de ce que... Enfin, ils étaient devenus ton mur. Ah oui, oui. Eux, ils étaient devenus mon mur. Et les médecins t'ont fait comprendre que... Non. Et donc, les médecins m'ont dit que je peux rentrer. Donc, je prends l'avion. La veille de prendre l'avion, je commence à faire des hémorragies. Mais je veux rentrer chez moi. Donc, j'embarque. Je ne dis pas aux hôtesses que j'ai commencé à faire des hémorragies. Je ne dis pas aux hôtesses que je sors du coma il y a un mois. Et je suis dans l'avion de la personne. Et je rentre chez moi. Et je vais mourir chez moi. Dans ma tête, c'est ça. Mais je ne sais même pas où j'habite, ni dans mon corps, ni dans ma tête. La seule obsession que j'ai, c'est de pouvoir me retrouver avec moi dans mon espace. Donc, comment s'est passé le vol? J'ai pissé le sang pendant les 8 heures de vol. Donc, je me déplaçais entre mon fauteuil et les toilettes. Les hôtesses m'ont demandé « Ça va, Madame Caillol ?» Oui, oui, tout va bien. Je n'ai jamais rien dit à personne, mais elles me voyaient livide. Une fois que je suis arrivée en Martinique, je suis rentrée chez moi, j'ai arrêté de saigner net. Quel médecin peut m'expliquer ça? J'aimerais bien qu'un jour un médecin m'explique ça. Tout ne s'explique pas médicalement. Tout n'a pas une réponse médicale. Quand bien même il faille respecter le rôle du corps médical dans la vie, dans la société, mais tout ne s'explique pas médicalement et tout ne s'explique pas tout simplement. Tout se vit, mais tout ne s'explique pas nécessairement. Commence ce que j'appellerais ma nuit noire de l'âme. Ta nuit noire de l'âme. Oui. Explique-nous ça. À ce moment-là, je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus pourquoi je suis encore en vie. Pourquoi je n'ai pas arrêté de vivre. Je ne veux pas être la personne qui est là, maintenant, qui n'est pas en capacité, qui ne peut pas faire, qui a du mal à parler, qui a du mal à se mouvoir, qui semble ne plus pouvoir conduire, qui semble ne plus pouvoir écrire correctement, tenir un stylo. Je ne veux pas de cette personne, je n'en veux pas. Et pendant 10 mois, à peu près, j'ai pleuré tous les jours. Sans qu'on ne me dise quoi que ce soit. Parce que j'ai fait le choix, en rentrant, de rester seule. De t'isoler. Complètement. Les seules personnes qui pouvaient m'approcher sont les personnes à qui je permettais de venir pour me rendre le service, de me permettre de vivre une forme de sociabilité en allant faire mes courses. Pas en allant me balader, en allant faire mes courses et en rentrant chez moi, sans parler à personne. Je marchais tête baissée pour qu'on ne m'adresse pas la parole. J'allais dans les rayons très précis. Je faisais mes courses. Je suis allé dedans, puisque j'avais mal partout. Et je rentrais. Et je suis restée 10 mois comme ça. Et un jour, et tous les jours, bien sûr, je me dis, je veux mourir, mais je veux mourir. Moi, je pense, ça n'est que mon point de vue, je pense qu'il faut avoir du courage pour franchir le cap.
je pense. En tout cas, je n'ai pas eu le courage, ça n'était pas ma route. Et un jour, j'ai eu une forme, on va dire, de déclic ou un retour à moi. Pas à cet être humain, Catherine, mais à moi, à cette âme. Et là, j'ai cessé de vouloir lutter contre ce qui avait lieu à cet instant en moi, dans ce corps physique. Parce que c'est un choix que j'ai fait avant incarnation. Cette âme a fait le choix de venir expérimenter la vie terrestre dans ce corps physique, puisque c'est le seul véhicule que l'on peut utiliser pour expérimenter la dualité de la vie terrestre. C'est le corps humain. Donc, cette âme a fait le choix de ce corps humain pour expérimenter un certain nombre de choses, pour accéder à sa propre élévation, cette âme, à sa propre élévation, pour mener à bien ce qu'elle est venue faire, l'accompagnement qu'elle est venue faire ici sur Terre, ici et maintenant. Et ça n'est que quand j'ai compris qu'il y a eu ce réveil par le déclic, que j'ai cessé cette posture de lutte et que j'ai dit ok, bon, toi l'ancienne Catherine, ok, ciao, c'est comme une copine. Je lui dis ok, on a eu de bons moments ensemble, c'était génial, on s'est éclaté, on a terminé un petit peu en queue de poisson, mais bon. Je t'ai aimé, tu m'as aimé, c'était génial. À ciao, bon dimanche. Et puis, l'actuelle version de moi, je lui dis ok, là je suis ok. Maintenant, on va faire l'inventaire de ce dont je suis capable et je vais donner la main à cet inventaire et mettre au service de ce pourquoi je suis là toute mon expertise d'humaine. Et à ce moment-là, a commencé une autre vie. Oui, a commencé cette version de moi qui a voulu revenir à ce fil conducteur qui a été créé par mon père. En quoi? Quand j'étais plus jeune, je disais à mon père, je ne suis pas chez moi ici. Il me dit, tu es pas chez toi ici en Martinique? Non, je ne suis pas chez moi ici. Il me dit, sur Terre. Je dis, oui, je ne suis pas chez moi ici, papa. Donc, il était un directeur d'école, donc il a, en plus de l'amour de père, il a cherché à m'apaiser parce qu'il savait qui j'étais. Il m'a d'abord inscrite en cours de danse, puis cours de piano. Donc, pendant les cours de piano, en parallèle, il m'avait acheté une espèce de tourne-disque rouge. J'écoutais de la variété française à l'époque. Mireille Mathieu, Vie, Jane Manson, Claude François. Enfin, voilà, de la variété française. Et il me disait tout le temps, bon, écoute, là, c'est la guitare, là, c'est la basse. Bon, c'était devenu une autre petit truc. Et il trouvait que ça m'apportait tellement de bonheur. Il voyait mon visage tellement rayonné, tellement... J'étais heureuse parce que j'étais dans cette forme de plénitude quand je partageais ça avec lui. Et puis, j'ai eu un professeur de piano qui a décidé que parce que j'avais le petit doigt qui se soulevait jusqu'à maintenant, c'est le cas, à 53 ans, rien n'a changé. Et donc, que tu n'étais pas faite pour le piano, c'est ça? Non, j'étais pas faite pour ce prof-là. Parce que s'il était mon pédagogue, il n'aurait pas fait ça. Avec des petites règles, il me cognait sur les doigts. Et j'en ai parlé à mon père, et mon père, enseignant, absurde. Donc, sans faire d'esclandre, je n'étais plus au cours de piano.
Par contre, comme il avait compris que ça m'apaisait et que j'étais remplie de moi-même, donc il a continué avec ses mots, avec la musique qu'ont créé 3 jeunes gens martiniquais, dont son cousin germain Alex Cayol, la cadence perfecta de la Perfecta Martinique. Donc, on a arrêté la variété française pour passer à la cadence perfecta. Et donc, cette même recherche de me faire écouter la guitare, la basse, ainsi de suite, il l'a fait sur la musique de la Perfecta Martinique. Et puis, j'ai fait cet aparté pour expliquer ce que j'ai construit une fois le réveil opéré. Oui, opéré pour signifiant, ok, cette version de moi, je l'accompagne, mon potentiel actuel, je m'en sers, je l'exploite, je crée donc une méthode, je comprends que la musique, d'abord il y a la variété française, ensuite la cadence perfecta, la musique globalement est le fil rouge de ma vie. Donc, il est important que je préserve ça à tout prix. Entre-temps, des responsables de la Perfecta Martinique fait appel à moi. Je lui dis, mais je sors tout juste de tout ça. Il me dit, oui, mais je sais que tu aimes cette musique. Et là, rapidement, je mets en place une méthode de sauvegarde des patrimoines de tradition orale vers une formalisation à l'écrit pour permettre un accès à d'autres espaces de développement auxquels ces patrimoines de tradition orale n'auraient pas eu accès sans l'écriture. Et donc, j'ai fait le premier exemple avec la Perfecta Martinique en sauvegardant les codes stylistiques de cette musique que j'ai nommé avec l'équipe de transmission constituée et que j'ai appelée la cadence perfecta. Et depuis septembre 2020, nous intervenons dans les établissements scolaires de la Martinique, du CM1 à la terminale, dans des ateliers d'initiation découverte de la cadence perfecta. Mon souhait, mon véritable souhait, c'est de pouvoir permettre à cette méthode HSE, héritage, source d'éducation, de la rendre accessible à tous, de façon à ce que ça soit de la musique, quel que soit le patrimoine de tradition orale. La base, c'est l'oralité. C'est l'oralité que je veux sauvegarder et formaliser à l'écrit pour que ça puisse être transmis au plus grand nombre. Parce que si on sauvegarde quelque chose, si on ne sauvegarde pas, on n'est déjà pas bon. Mais si on ne sauvegarde pas et qu'on ne formalise pas à l'écrit, de façon à ce que ça soit accessible à tout le monde, on ne peut pas toujours faire tout que pour nous. Il faut pouvoir s'exporter, il faut pouvoir... on est interconnectés. Il n'y a pas que notre petit nombril, on est interconnectés. Moi, mon plus grand rêve, c'est que des Japonais décident de reprendre ou de créer un titre de cadence perfecta. Je serais heureuse. Alors, ça vaut dans le cas de ce que j'ai fait, mais ça vaut pour la musique, tout. c'était ton chemin. Oui. Je crois que la musique, c'est le fil rouge de ma vie. Mon père a d'abord été celui qui a compris, qui a trouvé ce que les psychologues appellent l'objet transitionnel, le doudou. La musique, c'est mon doudou enfant. Mais même adulte, on peut avoir le même doudou qu'à l'enfance. Et c'est encore mon doudou adulte. Et mon père n'étant plus de ce monde, le membre de l'orchestre La Perfecta Martinique, pour moi, il a pris comme si mon père lui aurait passé le témoin pour qu'il continue à m'accompagner
d'une certaine manière. Pour moi, c'est ce que je ressens plus profond de moi. Pour moi, c'est un cadeau de la vie. Comment tu vas aujourd'hui, Catherine? Alors, j'ai mal partout. De mes orteils à mes cheveux, tel un hématome géant sur lequel on y appuierait sans discontinuer. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends du paracétamol, je prends de l'antidouleur, et je fais comment? Mais c'est sans discontinuer. J'ai fait le choix de l'accueil. Et je considère que ces douleurs, puisque le corps s'exprime, il est éloquent, je considère que ces douleurs, ce sont des émotions. C'est l'expression du corps. Je les accompagne, je les accueille. Pour moi, ce sont comme des copines qui vous rendent visite sans prendre rendez-vous. Et comme vous avez une éducation, donc vous leur dites, bon, tu peux rentrer. Et puis, tu ne vas pas les mettre dehors. Il n'y a pas de les voler. Je vis comme ça. Je ne dis pas que tout le monde peut faire ça. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que je ne pleure pas. Moi, je donne des cours comment pleurer. parce que moi, je pleure tous les jours. Je ne pleure pas version je suis une Madeleine qui pleure comme ça. Non, je pleure parce que je suis dans cette forme d'hypersensibilité où les choses me touchent et c'est pas parce que je pleure que je suis triste. Il y a un mot créole martiniquais qui dit la contentement. Je peux être tellement heureuse que je peux pleurer. Je suis heureuse d'être là. J'ai ce souffle de vie. J'ai la capacité d'avoir toujours envie de faire des choses, de construire des choses. À mon rythme. À mon rythme. Je ne suis plus dans cette recherche de performance, de travail obsessionnel. Je ne fais que ce qui me fait du bien. Et je ne côtoie que les gens vis-à-vis desquels et avec lesquels je ressens un bien-être. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. Quel message que tu voudrais faire passer aujourd'hui? S'il y en avait un seul. Alors, s'il y en avait un, j'aimerais dire que quel que soit l'événement que l'on traverse dans sa vie, que ce soit un changement, adolescence, âge adulte, vie active, retraite, mariage, divorce, pathologie, quel que soit l'événement que l'on traverse dans la vie, on ne peut pas être la même personne après l'événement qu'avant l'événement. Il est important pour chaque individu de faire l'inventaire de tout son potentiel après l'événement. Parce que l'événement, on ne peut pas l'effacer. C'est pas comme un coup de crayon et puis on l'efface. Il est là. Donc, on est enrichi de ça. Donc, il faut faire avec, il faut compter avec, il faut le mettre dans la liste. Et quand on fait, par exemple, une liste de ce dont on était capable avant l'événement, donc on a une liste de 20 choses dont on était capable, à l'issue de l'événement, on fait une liste et on voit qu'il y a 5 choses dont on est capable. Selon moi, cette méthode, il faut faire cette méthode qui consiste à, dans les 5 potentialités que nous avons après l'événement, trouver une manière de synthétiser ce qu'on faisait dans les 20, dans ces 5-là, mais aller à l'essentiel. Et comme ça, on est dans cette forme d'équilibre et on ne recherche plus ce qu'on faisait avant. Parce qu'on a l'essentiel de ce qu'on faisait avant dans les 5 potentialités. Merci. Merci à toi, Hélène. J'ai toujours envie d'avoir envie. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire en fait. C'est ça qui te conduit, qui te guide, qui te mène,
c'est l'envie d'avoir envie, c'est l'envie de faire, c'est l'envie de... Oui, merci la vie. Tu vois, c'est ce truc-là hein, qu'on ne voit pas dans le podcast, tu vois, je te le montre, ce souffle de vie. Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. Merci d'avoir partagé ça avec nous, en tout cas. Ah, mais je suis heureuse. Parce que à l'issue de ça, de notre entretien, je vais expérimenter encore une autre version de moi. Autant d'événements vont intervenir dans ma vie, autant de versions de moi il y aura. Ok. Alors, on va s'arrêter là et égoïstement, je vais moi découvrir la nouvelle version de Catherine juste après le podcast parce que je serai toute seule avec elle. Voilà. Je te dis à bientôt, Catherine. À bientôt. Merci, Hélène. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.